Donc, iTwin Capture, qu'est-ce que c'est? On va un peu découvrir cette application. Donc, en fait, pour résumer, Context Capture, iTwin Capture, en Context Capture étant l'ancien nom du produit, en fait, Bentley a changé la dénomination Context Capture en iTwin Capture euh, parce qu'il y a d'autres solutions. On va en présenter d'ici 2 ou 3 semaines un autre morceau qui s'appelle iTwin Capture Manage and Extract, qui va nous permettre de faire des interventions de l'analyse et de la détection d'assets sur des énormes nuages de points, par exemple, ou sur de la photogrammétrie. C'est un autre aspect, donc l'ensemble de ces solutions de iTwin, c'est-à-dire de jumeaux numériques, ici c'est l'outil de production, euh, vont être repris sous le vocable iTwin. Donc, la partie modeler, donc la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, on peut mettre en avant une dizaine de points. Il y en a certainement d'autres aussi, mais c'est ceux qui me sont venus à l'esprit de la manière la plus naturelle. Donc c'est un logiciel qui est assez simple à prendre en main. Donc en fait, on verra que bien que l'interface n'existe qu'en anglais, grosso modo, je le dis toujours en formation, euh, il y a 2 mots à connaître, c'est next et submit. Et vous verrez que c'est à peu près ce qu'on va faire tout le temps. Donc, en fait, l'application est assez automatisée et elle est prédictive par rapport aux données qu'elle possède. Donc, si vous lui donnez des points de calage, ben, elle va vous dire, est-ce que tu veux utiliser les points de calage? Je te coche déjà la case. Donc, c'est assez pratique. Euh, on supporte tout type d'appareil photo numérique. Donc on verra un petit peu plus tard que c'est effectivement le cas du plus basique, donc du smartphone de mauvaise qualité jusqu'à des appareils extrêmement sophistiqués qui sont embarqués sur des avions ou des hélicoptères, par exemple. On a dans Context Capture une aérotriangulation qui est à la fois rapide mais précise également. Donc ça c'est un point assez intéressant. L'aérotriangulation, on va revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, hein. On va produire des modèles phototexturés. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle phototexturé? En fait, c'est un modèle qui est représenté sous forme d'un ensemble de triangles, et sur chacun des triangles, on va y mettre un petit fragment de photo. Alors ici, dans Context Capture, les modèles phototexturés sont en plus multi-échelle, multi-résolution, c'est-à-dire que plus on va zoomer, plus on va avoir du détail. Donc c'est extrêmement intéressant. On va pouvoir produire des nuages de points également. Donc on va produire des nuages de points euh, sans avoir besoin de scanner. On va produire des orthophotos qui sont des orthophotos vraies, c'est-à-dire qu'on est toujours, euh, les pixels que l'on voit sont toujours à la verticale du lieu. Donc, ça évite d'avoir des toitures avec des murs inclinés sur le côté. Euh, il y a depuis quelques versions une volonté de Bentley d'intégrer des processus d'intelligence artificielle à l'outil. On verra il y en a une notamment qui est assez intéressante et assez rapide, même très rapide, qui permet de faire de la classification et donc sur base d'un modèle qui a été réalisé, de pouvoir distinguer ce qui est terrain de ce qui est pas terrain. Donc, c'est-à-dire les bâtiments, la végétation, etc. Euh, J'en ai déjà parlé, les modèles sont multi-résolution. Donc, bon, bien sûr, on peut exporter les modèles phototexturés dans divers modes. Les modes Bentley sont les plus aboutis, on va dire, en termes de performance. Et eux sont multi-résolution. Si on exporte en OBJ, l'OBJ n'étant pas multi-résolution, on n'aura pas de multi-résolution non plus. Euh, on va pouvoir s'immerger également de manière extrêmement facile dans des modèles de grande taille. Donc on va voir qu'on peut générer à partir de iTwin Capture des modèles qui sont tout à fait colossaux.
Euh, on va pouvoir gérer également de la même manière des volumes de photos. L'input peut être aussi extrêmement conséquent. Il y a un outil de retouche qui est intégré, donc s'il y a un petit truc qui a déconné ou un objet que l'on souhaite supprimer, par exemple, je sais pas, il y a une grue sur le chantier et on veut ne pas la voir, eh bien on peut aller retoucher le modèle pour dire, bien je vais aller contourer l'objet que je veux supprimer et je vais le retirer de mon modèle. Euh, et finalement, on peut également partager les modèles via le cloud et y ajouter des informations libres. Donc on verra comment ça se passe. C'est extrêmement simple. Bien, qu'est-ce que c'est la photogrammétrie finalement? En fait, pour faire court, la photogrammétrie, ça permet de reconstruire un environnement 3D virtuel en utilisant des photographies. Alors, à partir de ce modèle virtuel, on peut déduire, comme je l'ai dit déjà, des modèles 3D phototexturés, des nuages de points ou encore des orthophotos. OK. Alors, le matériel que l'on va utiliser pour la capture, ben voilà, on a un petit exemple ici, un petit échantillon ici. Ça peut être un smartphone, ça peut être un appareil photo compact, un réflexe, un drone, des grosses caméras de type Ultracam ou Phase One, qui sont des outils extrêmement coûteux. Euh, et donc, toutes les photos que l'on va pouvoir capturer, eh bien, on va utiliser, que l'on va pouvoir capturer au format numérique, pardon, vont pouvoir être utilisés. Alors, le principe général de la photogrammétrie, c'est, comme je l'illustre ici sur les petites photos, iTunes Capture va d'abord, c'est iTunes Capture, mais c'est pas que iTunes Capture. Tous les logiciels de photogrammétrie ont cette séquence d'opérations qui va arriver, que ce soit Micmac, que ce soit Photoscan, que ce soit Pix4D ou encore d'autres. C'est la même séquence d'opérations qui est utilisée. Donc, la première chose, c'est de passer toutes les photos en revue. Et sur les photos, grâce à un algorithme, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, il va détecter des points caractéristiques. Alors, ces critères de détection sont à eux, à lui, et donc on va pouvoir détecter des points. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour chacun des points, se dire, ah, ce point-là sur la photo 1, c'est le même que celui sur la photo 2 et encore le même que sur la photo 3. Et donc, on va se retrouver avec un- un- une information qui sera le point que j'ai vu sur la photo 1, la photo 2, la photo 3, la photo 4, par exemple, et je les ai vus ces points de divers points de vue. Et donc, si on fait point de vue 1, point de vue 2, point vue, ça fait 3 points, ça fait un triangle. Et puis, photo 1, photo 3, point vue, ça fait encore un autre triangle qui voit le même point, mais à partir de deux points de vue différents. Et donc, en géométrie et en topographie particulièrement, le triangle est quelque chose d'assez intéressant puisque la somme de ses angles intérieurs est toujours égale à 180 degrés. Et donc, ça va nous permettre de faire des ajustements de position et de résoudre par des méthodes de moindre carré, etc., de résoudre la position des points aussi bien des points de vue que les points que l'on a sur les objets. Et donc ces points ici, on voit qu'il y a une petite croix rouge ici. En fait, la croix rouge, elle est ici aussi. Ce point, c'est le même point qui est vu de deux points de vue différents. Donc on a bien un triangle. Et donc ça, cette résolution de cet ensemble de triangles, c'est ce qu'on appelle l'aérotriangulation. Alors, en combinant cette aérotriangulation avec peut-être des points de calage qui ont été introduits et qui vont forcer le système à être dans un système de coordonnées bien particulier, eh bien, on va pouvoir géolocaliser et mettre à l'échelle le modèle dans lequel on se trouve. Alors, une fois que cette aérotriangulation est faite, en fait, l'aérotriangulation, on va dire que c'est le squelette de notre modèle.
À partir du moment où le squelette a été établi, eh bien, on va aller créer la peau qui va sur ce squelette. Et donc, on va faire ce qu'on appelle la reconstruction. Et donc, on va affiner en fait un petit peu cette triangulation initiale. Euh, ici, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans Context Capture, par rapport aux autres logiciels, c'est ici que les choses vont changer déjà radicalement, puisqu'en fait, Context Capture va introduire la notion de surface très tôt dans ses processus. Alors, introduire la notion de surface, c'est extrêmement intéressant de l'introduire assez tôt, parce que ça va nous permettre de trouver tout ce qui est points coplanaires, et peut-être les éliminer, et donc par là même de réduire le nombre de triangles. Ça va nous permettre également de faire des opérations un petit peu plus précises, de manière à pouvoir modéliser mieux les angles. Un angle de bâtiment, un bord de mur, par exemple, bien tout ça, ça va être modélisé de manière beaucoup plus qualitative. Alors, quand on fait de la reconstruction, en fait, on va devoir manipuler un volume de données extrêmement important. Bon, vous avez des ordinateurs qui sont certainement performants, mais on peut se retrouver dans des situations où on a tellement de données que le calcul n'est pas possible, tout simplement parce que le volume excède la mémoire de l'ordinateur. Et donc, en fait, dans Context Capture, on a la possibilité d'utiliser une fonction de tuilage, de découpage en tuiles du modèle, de manière à calculer des morceaux indépendamment l'un de l'autre, et puis de les réconcilier ensuite pour avoir un modèle global. On verra comment ça va se passer. Alors, quand on fait la reconstruction dans Context Capture, et ça c'est aussi une clé assez importante, euh, Context Capture iTwin Capture, pardon, va créer ce que l'on appelle un modèle générique. D'accord? Donc c'est un modèle qui n'est pas visible, c'est le résultat du calcul. Et en fait, quand on va produire soit un modèle phototexturé, soit un nuage de points, soit encore une orthophoto, eh bien, il va se baser sur le calcul qui a été fait une fois pour toutes, pour faire un enregistré sous, grosso modo. D'accord? Et donc, de cette manière-là, on va se retrouver avec, quand on a un calcul qui a été réalisé, la possibilité de décliner le résultat en plusieurs versions sans devoir tout recalculer. Et ça, c'est quand même assez agréable. Alors, on va regarder deux, trois petits exemples. Ici, un premier exemple qui est le plus complet de ce que j'ai fait ici. Donc, c'est un exemple qui a été fait sur base de photos qui ont été prises à partir d'un Wingtra, hein, cet appareil. Euh, Ça a été pris en Suisse, hein, oui, Wingtra est une société suisse. Et ce petit exemple, il contient 164 photos à 20 mégapixels. D'accord? On a une résolution au sol de 3,4 cm, donc vous verrez comment ça s'est passé. On a un recouvrement également, ça c'est aussi extrêmement important, lorsque l'on fait de la photogrammétrie. Entre la photo 1 et la photo 2, il faut qu'il y ait un recouvrement de manière à ce qu'il y ait des points communs, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Et donc ici, on avait visiblement un recouvrement de 85% latéralement et de 65% frontalement. D'accord? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Euh, Ça ne correspond pas au dessin, mais ici, on a eu deux vols croisés. Donc on a fait un premier serpentin comme ceci, et puis on a fait un serpentin comme ça, en fait. D'accord? Alors, la hauteur de vol était d'environ 120 mètres, d'accord, au-dessus du sol. Euh, voilà, donc ça pose un petit peu le décor. Wingtra est un drone qui, enfin, qui travaille avec de la localisation, du positionnement en PPK. Donc, il y a un post-traitement qui va être nécessaire pour aller recalculer euh, la position du centre optique de l'appareil au moment de la prise de chacune des photos. D'accord? Donc ça se fait en deuxième intention. Et donc on verra comment on va introduire dans le système la vraie position. Au départ,
la position qui est dans les photos, c'est la position GPS tout à fait standard, comme vous avez sur votre smartphone, comme vous avez sur votre voiture, donc avec une précision en deçà de 10 mètres. Mais voilà, pour la topographie, 10 mètres, c'est pas tout à fait admissible, donc on doit avoir quelque chose de plus précis. Bien. Euh, j'ai fait une petite présentation. Alors, j'ai enregistré la présentation, je vais la commenter. Je l'ai réalisée au préalable simplement parce qu'il y a certaines parties qui demandent un temps de calcul qui n'aurait pas été très productif pour la présentation. Et donc, la première chose, c'est de créer un projet. Donc, on va appeler ça Village Suisse, tout simplement. OK. Alors ici, on va créer une nouvelle capture, on va créer ce qu'on appelle un bloc qui va permettre de contenir les photos. C'est un ensemble qui va contenir les photos. Ici, on va les sélectionner simplement. Soit on peut sélectionner des photos de manière individuelle, mais ici, je vais aller prendre le répertoire et il prendra toutes les photos qu'il y a dans le répertoire. Donc, c'est des photos qui viennent de chez Wingtra, hein, c'est un exemple que j'ai été téléchargé. Et on va se retrouver avec un ensemble de photos. On va retirer les positions qui sont déjà présentes dedans et on va aller importer un fichier de position, un fichier texte en fait. Hein, ici, en l'occurrence, ce sera un fichier CSV. OK, un fichier CSV, ouvrir. Ce fichier CSV, on va lui dire que le séparateur entre les colonnes, c'est le point virgule. D'accord? Point virgule. On va lui dire que le point décimal, enfin le séparateur décimal, c'est la virgule. Et on va lui dire qu'on va sauter la première ligne parce que c'est une ligne de commentaire, de titre de colonne. On va évidemment lui spécifier le système de coordonnées dans lequel se trouvent ces données à importer. Et pour chacune des colonnes, je vais aller dire ce qu'il y a dedans. Donc la référence de la photo, la latitude, la longitude et l'altitude. Voilà. Import. Oui, il y a import aussi. Il y a next, 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 submit, mais il y a import aussi. Voilà. Vous aurez appris 3 mots en anglais aujourd'hui. Et donc, on va se retrouver avec la position des photos. Alors, on a la position, mais on n'a pas l'orientation de la caméra. Ça s'appelle l'attitude. On n'a pas l'attitude de la caméra. Alors, ce que je vais faire ici, simplement, je vais lui dire, bien, moi, mon modèle, je voudrais bien l'inscrire dans un environnement. Et donc, l'environnement, qui ne sera pas très bien modélisé, hein, ce sera un environnement, simplement. C'est juste pour l'intégration. Eh bien, je vais aller le chercher sur Bing, donc le Google Earth de Microsoft. Hein. Donc, je vais m'authentifier, tout simplement. Voilà, je vais fermer ma fenêtre. Et il va rechercher les informations, c'est-à-dire de la photo, de l'orthophoto et un modèle numérique de terrain pour l'endroit où se trouve le set de photos que je viens d'introduire. Et donc voilà, on va retrouver déjà ici quelque chose qui est tout à fait approximatif. Hein. Donc la vraie donnée, c'est celle qu'on va calculer. Ici, c'est juste de la donnée importée. Alors, maintenant, on va lancer l'aérotriangulation qui va avoir plusieurs conséquences. Non seulement elle va aller peut-être réajuster légèrement la position de chacun des points de vue lors de la prise de photo, euh, mais également va calculer l'attitude de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Alors ici, j'ai été un peu recoupé, ça prend 2-3 minutes pour le calcul, j'ai été recoupé la chose, le calcul. Et donc ici, on va se retrouver avec les fameux points de liaison qui sont communs à plusieurs photos, qui sont recalculés en 3D. Et donc c'est ça le petit nuage, enfin le nuage de points que l'on voit ici. C'est pas quelque chose d'exploitable, hein, c'est vraiment une étape intermédiaire dans le calcul.
Alors ici, je vais retirer la couche Bing et on va voir que ici, on a quand même euh, les, déjà une esquisse un petit peu du nuage, du modèle à venir. Ok. Bien. Maintenant, on va passer à la seconde phase, qui sera la phase de reconstruction. Alors ici, tout de suite, il va nous dire, attention, le modèle il est un peu large, donc on va te conseiller de faire ce qu'on appelle un tuilage. Et donc, on va utiliser la fonction tiling. euh, et on va lui dire qu'on va faire un tuilage régulier. Alors, il propose automatiquement une taille de tuile. Et vous voyez les carrés qui se créent, les cubes qui se créent à l'écran ont une taille qui est euh, par défaut. Et puis là, j'ai été la modifier à 150. On va la remodifier un petit peu pour la passer à 200 mètres. 200 mètres, on a dit, voilà. Et ici, il me dit, attention, avec une taille de tuile de ce volume-là, on va arriver à un besoin qui est équivalent à 19 gigas de mémoire. Et donc, si on veut faire de l'édition par la suite, eh bien, ce sera un peu, c'est pas optimal, quoi. Donc, il faut essayer de rester en dessous de 16 gigas. Donc, je réduis et je repasse à 150 mètres. Et donc, à partir du moment où ces paramètres ont été définis, je vais pouvoir lancer ce qu'on appelle une production, c'est-à-dire vraiment produire la donnée qui va pouvoir être visualisable. Alors aussi, la donnée visualisable, on peut l'exporter soit en mesh, en maillage, soit en nuage de points, soit en orthophoto, soit il y a encore d'autres modes pour des raisons un peu plus techniques. Ici, j'ai choisi le maillage et on a toute une série de maillages qui sont disponibles. D'accord? Ici, je vais choisir le 3SM, qui est le format de prédilection de Bentley. On peut lui dire qu'on va rendre le modèle web ready, donc on va pouvoir le publier très facilement sur un site internet. On va pouvoir lui dire enfin, deux, trois paramètres qui vont pouvoir être utilisés également. Euh, donc ici, je vais choisir le système de coordonnées dans lequel je veux exporter mon modèle. Next. Vous voyez, le bouton Next, il est très utilisé. Ici, on pourrait très bien aller cliquer Edit pour aller ne sélectionner qu'une tuile ou deux, juste pour voir comment le modèle se crée, si ça donne bien, quoi. D'accord? Une fois que la tuile a été calculée, elle ne sera pas recalculée, donc elle sera, le modèle virtuel de départ sera créé une fois pour toutes. Alors ici, le calcul sur la machine que j'ai utilisée avait pris à peu près 45 minutes, je crois. Euh, alors le temps de calcul dépend de plusieurs choses, évidemment, hein, de la performance de la machine, d'une part, du volume de données, bien sûr, évidemment, de la qualité de la donnée. Donc si on a une donnée qui est pas trop qualitative, eh bien, ça va peut-être prendre plus de temps pour trouver les solutions. Donc, ça va ralentir le processus. L'ordre dans lequel les photos ont été enregistrées, ont été prises plus exactement, peut également avoir une influence là-dessus. J'ai eu des cas où le temps de calcul a été explosé parce que les photos avaient été prises un petit peu n'importe comment. Et donc, voilà, pour trouver les points de correspondance, s'il doit chercher dans 3 photos ou dans 500, c'est pas la même chose. Alors, on va poursuivre la vidéo. Donc voilà, une fois que le calcul a été réalisé, eh bien, on va pouvoir visualiser le résultat, évidemment, et on va s'apercevoir que maintenant, on n'a plus simplement le terrain collé à un modèle numérique de terrain, mais on a vraiment un modèle assez qualitatif. Alors, il y a une chose quand même à savoir ici sur ce modèle, c'est que les photos ont été prises en mode nadiral, c'est-à-dire qu'elles pointent pile vers le bas. D'accord?
Et donc, voilà, ça va avoir des petites conséquences. Maintenant, c'est un choix technique. Donc, peut-être que pour l'usage qu'on a à faire de ce modèle, c'est le bon choix. D'accord? Mais si on veut avoir une modélisation 3D de qualité, notamment sur les surfaces verticales, hein, les murs, eh bien, on devrait faire un vol avec un vol oblique, c'est-à-dire avec une vision à 60 degrés, par exemple, pour avoir un résultat de meilleure qualité. On va poursuivre et on va voir justement sur le bâtiment avec les volets rouges euh, que le phénomène qui est induit par ce vol vertical, en fait, on voit très mal les, les verticalités. On voit très mal également ce qui est en dessous des toitures, des passants de toiture, évidemment, puisqu'on n'y passe jamais. Mais on pourrait très bien, si on le souhaitait, faire des photos au sol avec un autre appareil photo, hein, il n'y a pas de souci, et mixer les ensembles pour avoir un calcul complet. Et donc on verrait aussi bien du dessus que du dessous. Je l'ai déjà fait pour des tests avec des clients et ça donne extrêmement bien. On a une qualité de modélisation alors qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà, donc ici, il est à noter aussi on ne voit personne dans la rue. Peut-être qu'il y avait des gens, peut-être que pas, hein, mais s'il y avait des gens, en général, les personnes se déplacent. Alors, ce qui est intéressant également, c'est ce mur-ci, qui est, somme toute, relativement bien modélisé. Si on le regarde comme ça, on verra tout à l'heure que j'ai un exemple réalisé par une autre application avec les mêmes photos qui donne tout de suite beaucoup moins bien. Ouais, on est un peu en vacances là, hein, quand même. C'est assez joli, hein. Alors, fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, on a une fonction qui permet de faire de l'extraction de sol, enfin de faire une classification. Donc, sur base de ce maillage phototexturé, il va créer un nuage de points qu'il va classifier en sol et non sol. Vous allez voir, ici, on a quand même un petit modèle, hein, c'est pas énorme, mais on va voir que le calcul est quand même extrêmement rapide. Voilà, donc, on peut aller redéfinir une région d'intérêt si on veut simplement faire un test dans un petit coin, on peut le faire. Il y a d'autres outils de classification qui sont en train d'arriver également, mais ça prend un peu de temps. Encore même chose, hein, on va choisir le système de coordonnées dans lequel on est. En fait, à toute étape, on a la possibilité de définir le système de coordonnées dans lequel on va travailler. Et donc, on va voir ici que sur l'ensemble de données, donc c'est quand même un sacré fouillis, hein, on a quand même un site qui fait grosso modo 5 ou 600 mètres sur un carré de 500-600 mètres de côté. Et on voit ici, on démarre à 18h20 et voilà, ça file, hein. Ici, j'ai rien coupé, hein, c'est le temps réel. Donc là, il fait la segmentation, c'est-à-dire le tri. Donc en 34 secondes pour faire euh, le nuage de points classifié, extrait du maillage 3D. Ok. Donc là, je vais simplement aller masquer le maillage de manière à ce qu'on voit mieux euh, le nuage de points.
Et donc on voit que dans dans toute la zone habitée, effectivement, on a pas mal de bleu qui correspond à ce qui n'est pas sol. Donc il y a du végétal, il y a également du bâtiment. Alors ce qu'on va faire, c'est aller désactiver la couche pas sol, et on va voir qu'on va avoir une peau assez intéressante au niveau du terrain. Vous voyez, il n'y a plus rien qui dépasse, hein, c'est très propre. Voilà. Euh, alors, ce modèle, on peut également, enfin les modèles plus exactement, pas que celui-là, hein, c'est tous, on va pouvoir également les documenter et l'enrichir avec de la donnée. Alors ici, par exemple, ben, on a été mettre une petite pin pour dire que c'est la fontaine. Bon, voilà, je n'ai pas été très créatif, hein. Euh, et donc, on va voir ceci. Ce que je vais vous montrer avant, c'est le petit exemple. Je vous ai montré un mur tout à l'heure, et ici, le voici modélisé avec une autre application. Ici, on voit tout de suite que la qualité de modélisation est complètement différente, hein. Je vais vous montrer sur iTwin Capture le résultat de cette zone, de cette zone-là exactement. Euh, on va venir ici, voilà. Euh, on va venir là-bas. Vous voyez, ici, c'est exactement le même mur. C'est pas tout à fait la même chose, quoi, hein. On a une modélisation, moi j'appelle ça une modélisation chewing-gum. Alors c'est un peu méchant, hein, mais c'est un peu la réalité quand même, hein. On a une finesse de modélisation qui est largement inférieure. Si on voit la toiture, la fenêtre de toit ici, il faut déjà savoir que c'est une fenêtre de toit. Je le sais parce qu'elle est quand même mieux modélisée ici. Ok, donc voilà, allez, on va arrêter de dire du mal des autres. Et donc ici, notre modèle, on va pouvoir le documenter. Et donc, à partir de l'application iTwin Capture Modeler, on a la possibilité de lier ça à un projet dans le cloud Bentley. Et on a également, avec cet outil, la possibilité de partager l'information sur le portail. Et donc, simplement, upload data, ça prend, ici je l'ai fait tout à l'heure, ça a pris 1 minute et demie, je crois, pour publier le modèle sur le cloud de Bentley. Euh, alors, ça va donner quoi? Si je vais aller sur cette plateforme web, je rentre mes identifiants. Ce sont des plateformes protégées, évidemment, hein, pour ne pas que tout le monde ait accès à une information qui pourrait être confidentielle. Et donc, on va se retrouver avec notre modèle qui a été publié dans le cloud. Alors, il faut juste que, voilà, on va se retrouver avec notre modèle, avec quelques informations que je vais pu aller positionner, hein. Il y a des petites pins ici que j'ai été positionner. La fontaine dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut également enregistrer des points de vue. Donc ici, je vais prendre la tour, par exemple, ou bien se retrouver visualiser l'ensemble de la vieille ville. Je mis n'importe quoi, hein, le terrain de sport. euh, voilà. On peut également, comme je l'ai dit, ajouter de l'information. Donc ici, j'ai une petite pin avec le terrain de sport. Euh, on va retrouver d'autres informations. J'ai été mettre une pin dans le vignoble.
Désolé, j'aime le vin, donc voilà, j'ai pas pu résister. On a la maison de Gérard, enfin voilà, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut et on peut ajouter de l'information assez facilement, aller placer une ligne, aller placer une forme, dire ben voilà, ça c'est le carrefour que l'on va devoir refaire. Ben, je vais aller le mettre en surbrillance ici et puis. Je sais plus trop bien comment il faut faire, je l'ai jamais fait celui-là. Donc voilà, voilà, on va pouvoir aller mettre une annotation Carrefour à réviser. Voilà, on va l'enregistrer. Et voilà, donc on va pouvoir passer d'un endroit à l'autre très facilement et voir les informations, enfin avoir une information sur une zone que l'on veut mettre en évidence ou documenter. Ok. Ça peut être partagé. Donc vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont externes, qui vont venir se connecter au modèle et soit consulter uniquement, soit consulter et documenter par eux-mêmes. D'accord? Alors, un autre cas d'usage, un autre exemple, ici c'est un modèle qu'on a fait avec un de mes clients, dont Clément, avec qui on discutait tout à l'heure, travaille, qui a été fait sur à peu près 15 000 photos. Donc, on est déjà dans une autre dimension, hein. On était à 146 tout à l'heure, ou 164. Maintenant, on est quand même un certain nombre de fois plus, quasiment 100 fois, avec une résolution de 42 mégapixels et pas de 20. Donc, on est sur du plus lourd. On est sur du plus lourd. Alors, tout a été un peu plus lourd, évidemment. Le temps de calcul a été un petit peu supérieur, bien entendu. Les prises de vue ont été réalisées de nouveau avec un Wingtra équipé d'une caméra Sony Alpha 7. Euh, Ça a pris plus ou moins 10 heures réparties sur 3 jours. Donc 10 heures de prise de vue. Sachant que le Wingtra, c'est un engin qui file, hein. Ça vole bien. Euh, on a une résolution planimétrique qui était atteindre de 5 centimètres et altimétrique de 7 centimètres et demi. Donc moi je m'étais occupé d'aller placer les points GPS un petit peu à gauche, à droite pour faire un contrôle qualité et on était dans les tolérances, donc partout. Donc c'était assez brillant. On avait un recouvrement de 75% et de 70% frontalement. Une hauteur de vol qui était de 100 mètres, si je me souviens bien. Euh, et l'orthophoto, c'était une autoroute en fait à Accra, au Ghana. Et elle faisait à peu près 27 km de long sur 500 mètres de large. On va voir le résultat également. Euh, le modèle a été calculé sur la version Centaur de Context Capture, à l'époque Context Capture, iTwin Capture maintenant, euh, qui permet de distribuer le calcul sur plusieurs machines. Donc on met plusieurs ordinateurs pour calculer le même modèle. Et donc ça, encore une fois, c'est la notion de tuilage. L'ordinateur 1 va calculer la première tuile. Elle est en calcul, donc il n'y a pas besoin de la calculer. Le deuxième ordinateur va voir que la deuxième est à calculer, il va la calculer, et ainsi de suite. Donc, et puis quand la première est terminée, ben, le premier ordinateur va chercher la tuile qui est encore à calculer et va peut-être prendre la 17e. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça peut se faire. Et puis à la fin, il y a un rassemblement de l'information, une réconciliation de l'information, de manière à avoir un modèle complet. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Le résultat, c'était une orthophoto ici, bon, je dis planimétrique et altimétrique. Bien sûr, sur une orthophoto, il n'y a pas d'altimétrie, mais on a aussi produit des modèles, des maillages phototexturés. Vous allez voir, donc ici, la photo, je vais je vais la redétacher. On va la redétacher. Euh, Détacher. Voilà.
Et on va la réattacher juste pour le plaisir, pour vous montrer un peu la taille de la photo. Donc en fait, la photo, elle fait quand même 7 gigas. C'est une belle photo. Enfin, l'orthophoto fait 7 gigas. Voilà. Et dans microstation, ici on est dans microstation, ça s'attache comme ça. Donc là, on a attaché 7 gigas de données. OK, avec une qualité de modélisation qui est assez sympa, hein. Si on va voir ici, vous voyez les flèches sur la voirie, c'est tip-top. Et on a ça sur 27 km. D'accord? Ici, on va pouvoir faire un petit zoom. Je commence à connaître le fichier. On fait un petit zoom. On pourrait très bien aller compter les fers à béton. Euh, voilà, donc on va jusque-là. On va jusque-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire, ben, je vais prendre un autre modèle. Euh, on va ouvrir un autre modèle qui... voilà, c'est celui-ci. Voilà. Ici, en fait, j'ouvre le modèle qui contient les maillages phototexturés qui ont été mis, attachés à MicroStation. Les voilà qui apparaissent. Ben, vous allez quand même comprendre pourquoi ça prend quand même un tout petit peu de temps, mais c'est encore très raisonnable. Euh, En fait, ici, on a à peu près 35 gigas de données qui s'attachent. D'accord? Et donc, on va avoir notre modèle qui, là, est effectivement en 3D sur l'ensemble du site ici. Et donc, on va avoir réellement, ici, c'est un peu tout plat hein, quand même. On est quand même au bord de la mer. Enfin, oui, du golfe de Guinée. Et donc, on a vraiment quelque chose d'assez d'assez qualitatif et de très réactif surtout, hein. Je peux vous montrer les maillages ici. Voilà, j'ai 3 parties et on en a bah oui, pour 36 gigas de données qui s'attachent. Donc, en termes de performance, c'est quand même pas mal. D'accord? Autre petite chose, des cas d'utilisation. Les cas d'utilisation, bon, ici, on peut faire de la mesure a posteriori. Donc ça, c'est aussi un pont qui est au Ghana. Le fleuve ici, c'est la Volta, pas la Volga, la Volta. Euh, qui traverse tout le Ghana, qui descend du Burkina et qui descend dans le golfe de Guinée. Et ici, c'est un pont qui est assez emblématique, qui s'appelle Adomi Bridge, qui est un pont qui a été construit dans les années 50. Et après avoir fait la modélisation, je me suis dit, tiens, combien mesure ce pont? Et donc, j'ai été mesurer ici l'entre-distance entre les deux culées. Et j'ai mesuré 245 mètres 37, 38 ici. Et puis je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux valider ça? Et donc j'ai trouvé un site internet qui s'appelle Structuré, qui reprend à peu près tous les ouvrages d'art un peu intéressants au monde. D'accord? Et donc ici, on est bien à Dami, Ghana, sur la Volta, près du barrage à Kosombo. À Kosombo, c'est un super barrage, gigantesque. Et il me donne la longueur du truc, du pont. Ici, 245 mètres 36. Moi, j'ai mesuré 37. Désolé pour le centimètre. OK? Donc, c'est vraiment très, très impressionnant, alors qu'on voit que la qualité de la modélisation de la structure métallique ici n'est pas terrible, tout simplement parce que c'était pas ça le centre d'intérêt. Et par contre, les culées, elles, qui sont en béton, le béton étant texturé, ça fonctionne très bien avec la photogrammétrie. Et donc, on a une précision qui est tout à fait honorable, même plus qu'honorable, hein, parce que c'est une prise de mesure assez rock'n'roll, on va dire. Bien. Autre cas d'utilisation, ben voilà, ce dont notre ami Clément parlait tout à l'heure, ça c'est un modèle que j'ai eu l'occasion de faire ou de
validé du moins avec l'Agence nationale des ports marocain, euh, qui avait fait faire une modélisation, je vais vous montrer le résultat, euh, par un cabinet de géomètres, et ils étaient arrivés à ce résultat-ci. Et donc, ce qu'on voit derrière, que je vais vous montrer, c'est vraiment les mêmes données qui ont été utilisées. Moi, je n'ai pas été refaire des photos. Moi, je ne fais pas de photos. Je ne fais même pas de modélisation que pour des exemples. Et donc, ici, on a notre résultat. Encore une fois, c'est de la modélisation de chewing-gum. Donc, on a ici le mur de soutènement qui est un petit peu sinusoïdal, on va dire, alors que dans la réalité, il est extrêmement net. Alors, quand je leur ai montré le résultat auquel j'étais arrivé, ils me disent, ben non, ce que tu me montres là, Philippe, c'est la photo. Alors, je dis, non, non, c'est pas la photo. C'est vraiment le modèle 3D. Et là, ils étaient vraiment tout à fait bluffés. Alors, il faut se dire une chose aussi, il faut savoir une chose, c'est que les tripodes ici, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire des modélisations? En fait, ils doivent les remplacer quand ils sont brisés. Ça se brise, ces machins-là, malgré le fait que chacun des tripodes pèse à peu près 75 tonnes. Donc, c'est des jolis bébés. Pour les retirer, ça doit être un peu du sport quand même. Mais sur le résultat ici, bah, ils ne savaient pas ceux qui étaient cassés, ceux qui n'étaient pas cassés. Tandis qu'ici, ils pouvaient aller compter les déjections de mouettes, hein. Donc, on est dans une autre dimension. Autre cas d'utilisation, d'élevé topographique, hein, évidemment. Donc ici, on va se retrouver avec, là aussi, c'est un projet que j'avais accompagné d'un étudiant qui avait fabriqué son propre drone RTK, etc. Donc on avait quand même un truc assez sympa et on avait un beau résultat. Donc, levé topographique, il y avait un lotissement qui devait se faire dans cette grande prairie ici. Donc, voilà. Le patrimoine, ben, effectivement, ayant une superbe qualité de modélisation, ben, ça peut intéresser tout ce qui est architecte du patrimoine, tout ce qui est archéologue, etc. Ici, c'est une formation que j'ai faite avec le service public de Wallonie, la WAP, qui est utilisateur de Context Capture. Et donc, voilà. On avait à notre disposition un bâtiment, je peux vous le montrer, on n'a rien fait de bien terrible, c'était de la photo manuelle ici, hein, avec un appareil réflexe. Et donc on a ici un bas-relief. Et quand on va sur ce zoomer ici, on voit que on a l'impression qu'on va pouvoir sentir le grain de la pierre sur l'écran, quoi. C'est extrêmement fin et extrêmement qualitatif. D'accord? On peut faire également de la modélisation massive. D'accord? Pour la petite histoire, ici, c'est le Grand Strasbourg, donc il y a 350 km². Donc, c'est déjà un peu costaud. Les données ont été exportées vers Cesium. Alors, Cesium, c'est une plateforme qui vient d'être achetée par Bentley, d'ailleurs. L'annonce a été faite il y a une semaine ou deux. euh, et qui a la particularité de pouvoir développer des applications, des plugins sur le modèle. Et donc ici, ils ont été développés toute une série de fonctionnalités à l'usage des gens de la région. Et donc on peut aller voir, par exemple, mobilité, on peut aller voir les lignes de tram, par exemple. Et donc, on va voir apparaître les lignes de tram avec des codifications, etc., en couleur. On peut faire des affichages, des cartes de bruit. Donc, si on cherche à acheter une maison dans la région de Strasbourg, ben, on peut essayer de trouver l'endroit le plus calme avec une carte de bruit qui est assez explicite. On peut trouver également des choses, je le montre très souvent et les gens me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je montre ce genre de choses. Euh,
surtout pour quelqu'un qui ne sait pas nager comme moi, on peut afficher la fréquentation des piscines. Donc, bon, aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui sont fermés, mais on va voir que ici, ben, dans cette piscine, il y a 32 nageurs et là, il y en a 14. Alors, bah, quel est l'intérêt de savoir combien de personnes nagent dans la piscine? En fait, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est tout simplement dans le fait que l'on peut lier un modèle et des points d'information à des capteurs. D'accord? Et donc, il y a un capteur qui compte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Et donc, la différence, bah, c'est ceux qui sont dans la piscine, quoi. Voilà, ça peut être utilisé pour visualiser de manière très graphique des niveaux d'eau, par exemple, dans des canalisations ou dans des bassins d'orage, ce genre de choses, quoi. Et donc, voilà, ça permet de mettre sur une carte des informations diverses et variées. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour de ce que je voulais présenter sur Context Capture et iTwin Capture. Je n'y arriverai pas. Euh, voilà, on va terminer par l'offre commerciale que Bentley propose, hein. Donc, iTwin Capture Modeler est disponible euh, dans plusieurs modes, soit en licence perpétuelle avec ou sans contrat select, hein, c'est le contrat de support, mise à jour, etc. que Bentley propose. On peut travailler soit avec la version desktop, soit avec la version Center. Alors les prix ne sont pas les mêmes. La version Center est beaucoup plus coûteuse, même si honnêtement les avantages sont moins vrais maintenant que ce qui n'était auparavant. Donc la version desktop, elle permet aussi notamment, si on a deux licences, de pouvoir joindre les deux licences de manière à calculer le même modèle. Donc, on calcule grosso modo 2 fois plus vite, hein. Donc, quand ça dure une demi-heure, ça n'a pas de sens. Quand ça dure une semaine ou 2 semaines, ça peut avoir un sens, d'accord? Et des calculs qui durent 2 semaines, ça peut arriver. Les 15 000 photos de Accra, c'est le temps de calcul que ça a pris, hein. Donc, ce n'est pas aussi idiot que ça de pouvoir mettre plusieurs machine en parallèle pour calculer un modèle. Alors la version Center, elle n'est pas limitée au nombre de machines. Il faut acquérir X licences, mais ces X licences peuvent être mises ensemble. Euh, le plus important que je connaisse, c'est une boîte australienne. Vous savez, en Australie, il y a des grosses bêtes qui sont très dangereuses, euh, mais le reste du pays est aussi fou que ces bêtes un peu dangereuses. Et donc, il y a une boîte qui est occupée pour l'instant, qui s'appelle Nearmap, qui s'occupe de faire la modélisation bah, de l'Australie. Bah, voilà, ça fait partie de leur projet. Donc, ils veulent modéliser toute l'Australie. Et ils vendent des dalles de 1 kilomètre ou 1 miles carré. Euh, et pour ça, bah, ils ont mis 600 machines en parallèle. Donc voilà. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui avait des sous à dépenser et qui voulait s'amuser. Parce que je crois que ça n'a pas un grand intérêt. Euh, ils ont fait aussi la modélisation de l'État de New York. Vous pouvez taper sur Google ou YouTube Nearmap New York et vous verrez ce que c'est. On peut également souscrire de manière annuelle à la suite logicielle qui s'appelle le Reality Modeling Worksuite. Et là, c'est la version desktop qui est accessible. C'est une suite, donc il y a l'outil de modélisation et puis il y a l'outil qui permet de publier de l'information et d'enrichir l'information sur Internet. Et il y a également un logiciel qui s'appelle Bentley Descartes, qui est une version améliorée, on va dire, de MicroStation. L'outil de modélisation, ouais, de conception 3D de Bentley. Bentley Descartes est un très bel outil. Euh, et finalement, il y a
aussi une version cloud. Donc la version cloud, elle est dans le cloud évidemment, et elle va s'adapter. Donc quand on va lui donner beaucoup de données, eh bien, elle va augmenter le nombre de machines qui vont calculer le modèle. Donc là, c'est Bentley qui va gérer ça pour vous. Ça va se faire de manière complètement automatisée. Et la vitesse de production des données peut être intéressante. Maintenant, il faut accepter d'avoir ces données qui vont dans le cloud. Ça, c'est une chose. Euh, la- L'intérêt également, c'est que on n'a pas la nécessité d'avoir une très grosse machine. Donc, on va faire la préparation dans une application qui s'appelle iTwin Capture Console, qui va nous aider à faire toute la préparation du calcul. Et puis, on va injecter cette donnée dans le cloud. Donc, il va devoir publier, si vous avez 10 000 photos, mais il va devoir transférer ces 10 000 photos vers le cloud. Donc ça peut prendre du temps quand même. Et puis le calcul se fait sur les serveurs de Bentley. Voilà, donc en fonction, j'ai pas mis de prix ici parce que en fonction des options, en fonction de vos besoins, il faut qu'on détermine ensemble l'outil qui va bien et la stratégie à adopter pour réaliser vos projets. Voilà, bien, on peut papoter encore un petit peu, hein. Je peux répondre à toutes vos questions maintenant, évidemment. Donc, je vois, finalement, il n'y a pas grand monde qui est venu sur le nombre d'inscrits. C'est un peu décevant, mais je vous remercie d'être là, fidèle au poste. Euh, alors, euh, il y a déjà des questions qui ont été posées par Cyrielle. Peut-on faire une vidéo dans le modèle 3D avec iTwin Capture? Alors, avec iTwin Capture, pas tout de suite. Donc, si c'est pour refaire une vidéo où on survole le lieu et faire une animation, quoi, hein, en gros, eh bien, on va pouvoir faire ça effectivement avec une extension à Bentley Descartes qui s'appelle LumenRT. Et là, on va pouvoir exploiter les fonctionnalités et pouvoir enrichir en mettant du décor, en faisant un petit peu de choses jolies, en mettant des voitures qui se déplacent et ce genre de choses. On peut le faire de cette manière-là. Alors, une seconde question de Cyrielle également. Peut-on voler à des hauteurs différentes et ensuite les combiner avec iTwin Capture? En fait, il n'y a aucun problème. En fait, on peut mettre toutes les données que l'on souhaite. Euh, on va éventuellement aussi avoir la possibilité de combiner des photos qui ont été prises, par exemple, avec un Phantom 4, et puis en aérien. Et puis au niveau du sol, on a été faire des photos avec un appareil réflexe, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Context Capture est capable de gérer dans le même set de données des photos qui viennent d'horizons différents et les hauteurs de vue, les hauteurs de prise de vue sont tout à fait indépendantes de ça. Donc c'est vraiment pas ce n'est pas un paramètre qui va influencer le calcul. Donc il n'y a aucun problème. Alors, y a-t-il une possibilité de retouche dans iTwin? Oui, effectivement. Je peux le montrer rapidement. Euh, Ici, donc, quand on a fait le calcul, on a, je vais reprendre ceci, Spatial Framework, on a fait un découpage en tuiles, d'accord? Chaque tuile peut être éditée, donc on va utiliser ici Reference Model, et on va prendre par exemple cette tuile-ci. Euh, je vais utiliser ceci, voilà. Je ne le fais pas tous les jours, hein, donc voilà. Je vais prendre ceci et on va éditer cette tuile.
Voilà, et puis il y a un truc qui nous déplaît, eh bien on va faire une box autour de ceci et on va lui dire je vais supprimer ça. Voilà, donc j'ai été supprimer une série de triangles, mais on pourrait faire d'autres interventions. Et puis alors on quitte le modèle ici, on va le sauver et puis le modèle sera à jour, tout simplement. D'accord? Ici je ne vais pas le sauver, parce que je voudrais bien le conserver. Alors, quels sont les formats? Alors, je vais le prendre dans l'ordre. Cyrielle nous demande, est-il possible de fusionner plusieurs acquisitions traitées sur le logiciel à des périodes différentes? Euh, oui, je ne comprends pas bien la question. Euh, Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que on va se retrouver avec, enfin, il va y avoir plusieurs problèmes. Alors, il y a un premier problème. euh, Si c'est exactement au même endroit, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va avoir peut-être, je sais pas, une voiture qui était stationnée et puis elle n'est pas stationnée le coup d'après. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est, admettons que on a euh, fait la partie ici, vignoble, il y a une construction nouvelle qui s'est faite. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement lui dire, je vais recalculer, mais je vais recalculer, les tuiles ici, elles sont d'une taille bien déterminée et on peut avoir fixé un point de référence bien déterminé également. Il y en a de toute façon un. Bien, on pourrait très bien dire, je vais recalculer toute cette zone-là, une tuile qui sera exactement aux mêmes dimensions que celle-ci, d'accord? Et puis on va remplacer l'ancienne tuile par la nouvelle. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de recalculer tout le reste. Ok? Donc en gros, c'est un petit peu ça. Alors, les formats d'export. Alors, les formats d'export, effectivement, ici, moi, j'ai fait plusieurs exports. J'ai créé un maillage, celui production 1, c'est celui qu'on a vu dans le cloud. Euh, j'ai créé un nuage de points également. Je ne sais pas si on sait les visualiser. Non, on ne sait pas les visualiser ici à l'intérieur de Context Capture, iTwin Capture. Euh, on peut également, je vais créer une nouvelle production et on va aller voir ce qu'on peut faire comme export. Donc ici, soit on peut l'exporter en maillage, en mesh, et alors à ce moment-là, on va pouvoir exporter soit en 3SM Bentley Scalable Mesh, hein, donc scalable, donc multi-échelle, maillage multi-échelle. C'est ce qu'on va utiliser le plus souvent dans les logiciels Bentley. Il y a une solution iTwin Ready qui va permettre de travailler avec les solutions iTwin de Bentley, mais ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Le 3MX est l'ancien format de Context Capture, là pour le coup, Context Capture, euh, qui est un format un peu plus lourd que le 3SM. En fait, le 3SM, c'est un seul fichier, un fichier .3SM. Le format 3MX, c'est une multitude de fichiers avec une arborescence, etc. C'est un petit peu plus compliqué à manipuler, mais ça permet de faire des choses aussi assez intéressantes. Le format OBJ, un grand standard dans dans tout ce qui est maillage. Le format Cesium, qui est un format également pyramidé, un format multi-échelle de la société Cesium qui vient d'être acquise par Bentley. On a des formats Esri également, donc celui qui utilise ArcGIS peut utiliser des données qui proviennent de iTwin Capture. Des formats OpenScene, ça je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas trop bien ce que c'est. SpecEyes, Smart 3D Capture. Smart 3D Capture, c'est l'ancien nom de Context Capture, donc c'est le grand-père de iTwin Capture. Le format FBX de Autodesk, qui est plutôt utilisé pour des applications comme Maya, je crois, et ce genre de choses. Et puis encore d'autres formats, Google Earth, etc. Supermap S3M, je ne sais pas, c'est un nouveau format, je ne le connaissais pas.
Euh, voilà, donc ça c'est uniquement pour le maillage. Alors, on peut également exporter du nuage de points. Là, on va voir ce qu'il y a comme possibilité également. On peut exporter en LAS ou en LAS, hein. Donc, quand on sélectionne LAS, on peut lui dire qu'on va le comprimer. Donc, là, ce sera du LAS, hein. Le LAS, c'est un LAS zippé, hein, en gros. On peut travailler avec le format POD. Le format POD est un format de nuage de points structuré. Donc, c'est très rapide en fait. Et c'est ça qu'on va utiliser dans les produits Bentley de manière générale. Et puis, les formats PLY et OPC. OPC, c'est un format qui est utilisé dans iTwin Capture, Manage and Extract, dont on va faire une présentation dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a encore? Des orthophotos. Alors, les orthophotos, effectivement, on va pouvoir les exporter soit en TIFF ou GeoTIFF, en JPEG ou en KML Super Overlay. Donc là, c'est encore un format Google, hein. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des formats d'export de iTwin Capture. Comment peut-on orienter le modèle? Nous avons eu certaines modélisations qui, une fois générées, n'étaient pas dans la bonne orientation en oblique. Alors, oui, ça peut arriver. En fait, euh, ça arrive quand on n'a pas de point de référence, évidemment. Quand on a des points de référence, des points de calage, effectivement, euh, on a des points de calage, et donc le modèle est calé sur ces points. Donc, effectivement, quand on n'a pas de point de calage, en fait, iTwin Capture essaye de faire, il fait une moyenne en fait de l'orientation des photos de manière à, à déduire une verticale. D'accord? Et donc, voilà, c'est un moyen comme un autre. C'est pas ce qu'il y a de plus précis, évidemment, mais effectivement, c'est un moyen d'orienter les choses correctement. Enfin, maintenant, si on a pris des photos sans dessus-dessous, ben, on peut se retrouver avec des modèles qui sont mal orientés. Alors, il y a quand même une possibilité de régler ce problème-là. Je vais venir ici dessus, par exemple, ici. Voilà, on peut aller dans les surveys, ici. Et là, on a la possibilité de créer des points. Donc ici, euh, je vais en créer un ici. On va le mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Ici. C'est le même point, mais c'est pas bien cliqué, c'est pas grave. C'est juste pour pouvoir montrer la fonctionnalité que je veux montrer. Après, ça, le deuxième point, on va mettre ça ici, et voilà. Et puis, on peut créer ce qu'on appelle des contraintes. Et là, je vais ajouter une contrainte, et je vais lui dire que je vais ajouter une contrainte d'axe. D'accord? Et je vais lui dire, bien, entre 1 et 2, eh bien, ce sera mon axe des X, tout simplement. Donc, je vais aller lui dire ici, le point 1, le point 2 va définir l'axe X ou l'axe Y, peu importe. Et voilà. Et donc, comme ça, le modèle sera réorienté. Alors, on peut créer plusieurs contraintes d'axe et donc définir un axe pour le X et avec les points 1 et 3, dire que ça, c'est le Y. Et alors à ce moment-là, on peut réorienter le modèle correctement. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Madame Cyrielle qui me demande, la qualité des données finales sont-elles fonction du type de drone utilisé? Alors, c'est pas le type de drone, c'est le type d'appareil photo. D'accord? On peut avoir un très bon drone avec un appareil photo pourri. Euh, voilà. Donc, si on a une qualité de photographie qui est extrêmement bonne, on aura un résultat qui sera bon.
Maintenant, c'est pas parce que la qualité de la caméra est bonne que le résultat sera bon. Donc, il y a toute une série de paramètres à respecter. Et effectivement, ces paramètres, ces directives à respecter, c'est comme je l'explique toujours. Si on essaye d'enfoncer un clou avec un marteau, mais qu'on tient le marteau par le fer, ça va tout de suite moins bien fonctionner. Et donc, pour tout outil, il y a un mode d'emploi à respecter. Et ici, c'est tout à fait le cas, hein, surtout que c'est un outil quand même beaucoup plus technologique. Et donc, ici, on va avoir à respecter, des recouvrements de photos, deux, essayer d'avoir des photos qui ne sont pas retouchées. D'accord? Donc, on ne va pas changer la taille des photos. Euh, on va avoir toute une série de directives comme ça, avoir des surfaces qui sont structurées. Si on essaye de faire une photogrammétrie d'une feuille blanche, ça ne va pas bien fonctionner. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de trouver des points de liaison sur cette feuille blanche. Et donc, sur la feuille blanche, c'est rare qu'on fasse de la photogrammétrie, mais ça peut être des parois de bâtiments, par exemple. Les architectes aiment bien avoir des choses qui sont des bétons architectoniques qui sont très peu texturés, et donc ça se modélise très mal. Ce qui se modélise très mal également, c'est tout ce qui est, enfin, voire même pas du tout, ce sont les objets en mouvement. Donc ça va être, ça va dégager complètement des modèles produits au final. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, les surfaces brillantes, ça se modélise très mal aussi, parce que les reflets, ça va donner des faux positifs, et il va y avoir enfin, donc on va avoir des déformations qui vont se faire sur ces zones-là. Alors, du coup, une surface qui se modélise très mal, c'est les surfaces d'eau, donc les plans d'eau, les rivières, les mers, etc. Parce que non seulement ça brille, mais en plus c'est tout en mouvement. Donc ça se modélise très mal. Alors, Bentley a introduit dans iTwin Capture des processus basés de nouveau sur l'IA. Donc ici, si on fait Submit Production, voilà. Euh, Next. Ici, effectivement, on a les exports de maillage, de nuages de points, etc. Mais on a aussi une fonctionnalité additionnelle, Water Detection, qui va permettre de trouver de manière automatisée euh, les zones dans lesquelles il y a de l'eau. Et sur ces zones, il va créer ce que l'on appelle des surfaces de contrainte. Donc, il va créer un plan en utilisant les bords de la zone d'eau. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'en général, quand on a de l'eau, bah, c'est relativement plat, hein, donc voilà. Il va créer une surface euh, et quand il n'arrivera pas à calculer un point, il va projeter l'altimétrie sur cette surface. Et donc, on va avoir, ben, je l'ai ici sur un de mes modèles. Si on reprend ceci, hop, euh, euh, où es-tu? Ici. Non, voilà. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc ici, la volta, elle est bien plate. Tout simplement parce que on a créé une surface de contrainte pour aider au calcul. Alors, petite question de, du bureau Coster. Comment réaliser une coupe dans un modèle et surtout exporter un trait de coupe en filaire? Alors, effectivement, j'ai un petit exemple ici, parce que je me doutais que ça allait être posé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un modèle que j'ai pop, pop, que je retrouve un petit peu ce que j'ai créé ici. Ah oui, il faut peut-être que je réaffiche ceci. Voilà, voilà. Ici, j'ai un plan de coupe.
Donc on va pouvoir, dans le modèle original, je vais le virer, voilà. Donc on a un modèle comme ceci, et ce que j'ai été faire, c'est j'ai été créer un volume de découpe ici. Donc ça, c'est juste pour réduire mon affichage. Donc je vais simplement faire ceci, et je vais lui dire, ça, je vais découper mon volume ici. Et puis, je vais aller lui dire, bien, dans ce qui reste, enfin, bon, ce que j'ai ici, je vais aller, euh, placer, je regarde un truc ici, oups, les éléments, voilà. Je vais aller placer une section horizontale. Je vais aller placer ma section ici. Je vais pouvoir régler l'altitude de la section. Voilà, ici, je suis dans le mur. OK. Euh, et je vais masquer simplement mes éléments de construction. Voilà. Et ici, ben, je peux lui dire, ben, écoute, là, je vais ne masquer, n'afficher que le trait de coupe. Et donc, je vais garder coupé, je vais masquer ceci. Et là, je vais pouvoir lui dire, maintenant, je vais aller placer une smart line, une ligne, et je vais venir cliquer mes points ici. Il n'y a pas une fonction automatique, hein, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une ligne que j'utilise ici. En fait, euh, c'est quelque chose de plus approximatif. D'accord? Et donc là, maintenant, j'ai ma ligne qui est, je vais remasquer ceci. Hop, non, où est-ce qu'elle est passée? Ma ligne, voilà, elle est ici. Euh, j'ai une ligne sur ma façade. Et donc ici, est-ce que si je fais ça, non, pas. Oui, c'est sur la même couche en fait. Donc j'ai mes éléments qui vont être va masquer plutôt simplement. Poum, poum, poum. Euh, voilà. Et je vais lui dire que je vais masquer ceci. Voilà. Et donc là, j'ai les trois digitalisations que j'ai faites à des altitudes différentes, simplement. D'accord? Et donc, voilà. Autre question. Cyrielle, le traitement d'une acquisition en suivi de terrain se fait-elle comme une acquisition linéaire? Euh, je ne comprends pas bien la question. Euh, Cyrielle, on peut en discuter peut-être plus tard. À mon avis, c'est simplement un problème de compréhension de ta question. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, s'il y a des demandes ou quoi que ce soit. Il faut surtout pas hésiter. Je suis comme à l'accoutumée extrêmement disponible pour répondre et pour discuter avec vous et essayer de trouver le meilleur moyen d'utiliser les outils Bentley, évidemment, que ce soit iTwin Capture ici, en l'occurrence, c'est le cas. Alors, il y avait également une question de Cyrielle qui me disait la qualité des données finales sont-elles fonction du type de drone utilisé, étant donné que toutes vos acquisitions sont faites avec un drone Wingtra. Alors, elles sont faites avec un drone Wingtra simplement parce que j'avais des données de drone Wingtra, mais j'ai des clients qui travaillent avec 36 types de drones différents, donc il n'y a vraiment, vraiment aucun problème. Que ce soit du DJI, que ce soit du Wingtra, que ce soit du Parrot, il y a vraiment pas de problème. Le drone a peu d'importance finalement. Ce n'est jamais que le porteur de l'appareil photo, hein. Donc, oui, non, il y a vraiment aucun problème. J'ai un client qui était spécialisé en Martinique dans des relevés de tranchées avant réensevelissement.
Et pour faire ses relevés de tranchées, il avait trouvé un système tout à fait simple. Il avait mis une petite caméra sur un casque et il se baladait dans le fond de la tranchée dans un sens, dans l'autre sens, et puis il extrayait la vidéo qui avait été produite. Et à partir de Context Capture, euh, quand on fait un import de photos, oups, où es-tu? Là, voilà. Quand on fait un import de photos, euh, je vais reprendre ceci, voilà, photo. On peut faire un import de photos, mais on peut importer également une vidéo. Et donc, on va prendre une vidéo, peu importe. On va lui dire du temps, autant, autant, autant. Eh bien, je vais extraire une photo tous les dixièmes de seconde, par exemple. Et donc, il va extraire des frames à un rythme de 1 dixième de seconde qui va stocker dans un répertoire, et puis finalement, on va traiter les choses de la même manière. La seule différence, euh, c'est que la qualité sera moindre, tout simplement parce qu'une vidéo, en général, on est avec une résolution de 1980 sur 1200, donc ça fait grosso modo du 2,5 mégapixels par photo, alors qu'en appareil photo, on est tout de suite à 20 ou 40. Donc, il y a un facteur 10 au niveau de la qualité de photo au minimum, et donc on va avoir des résultats qui seront moins bons. Mais pour les modélisations de fond de tranchée qu'ils devaient faire, c'était largement suffisant. Les reculs n'étaient pas importants, donc voilà, les 2-3 mégapixels étaient suffisants. Alors, oui, en règle générale, les extractions que l'on va faire. Bon, maintenant, avec les fonctions qui permettent de faire de la documentation sur les modèles eux-mêmes, euh, on va tout doucement se diriger vers des jumeaux numériques, et donc on va se diriger vers un monde où on va avoir un modèle 3D, et ce modèle 3D sera porteur d'une information. C'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure avec les 3 ou 4 points d'information que j'ai été mettre, la zone de carrefour à aménager, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont finalement très parlantes pour un utilisateur qui n'est pas un technicien, par exemple. Et il y en a, hein. Nous, on est tous des techniciens, donc on sait discuter technique, on sait comprendre un plan, mais pour le commun des mortels, comprendre un plan, c'est pas toujours simple. Et donc, avoir un moyen de communication très visuel et très efficace, un modèle 3D sur lequel on a été gribouiller quelque chose pour dire ça, c'est le carrefour qu'on va aménager, ben, il y a pas de risque d'incompréhension. On ne va pas se tromper de carrefour. Voilà. Ça c'est une chose. Maintenant, c'est vrai que communiquer, Monsieur Coster pose une question et il dit, moi dans mon métier, je dois faire des coupes et je dois faire des orthophotos. Effectivement, Monsieur Coster est architecte du patrimoine, donc effectivement, il a un besoin un peu particulier, et donc effectivement, les orthophotos sont importantes. Alors, avec Context Capture, iTwin Capture ici, on peut générer des orthophotos, mais ce sont des orthophotos planimétriques, donc vues du dessus. D'accord? Parce que l'usage le plus important que l'on fait des orthophotos ici, c'est pour des plans terriers, en fait. D'accord? C'est pour du SIG, ce genre de choses. Euh, Maintenant, si on souhaite faire des orthophotos, l'application Bentley Descartes contient un module, contient une fonctionnalité qui va permettre de définir un plan, n'importe quel plan, dans n'importe quelle orientation, et de pouvoir dire, dans les limites de ce plan, eh bien, je vais sortir une orthophoto.
Et donc, si on a une toiture, si on a un chien assis ou quelque chose comme ça, on peut aller reprendre vraiment l'orientation de la face que l'on souhaite exporter en orthophoto et exporter cette face. Donc voilà, ça c'est assez efficace, ça fonctionne assez bien. Enfin, fonctionne même très bien d'ailleurs. Et j'ai des clients qui utilisent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Je regarde s'il y a encore d'autres questions que je n'aurais pas vues. Euh, non, je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Si quelqu'un a encore des questions, qui n'hésite pas, je suis là. Petite chose encore peut-être que je pourrais montrer, c'est ce fameux village suisse euh, euh, pour lequel, alors, euh, je regarde, oui, c'est ça. Ici, ce modèle, j'ai été l'exporter dans le cloud, hein, j'ai été l'exporter ici, c'est voilà, ici, voilà. Je vais faire simplement, à partir de contexte de iTwin Capture, je vais copier le lien, voilà. Et donc ça, c'est dans le cloud. C'est dans le cloud qui se trouve, je ne sais pas où, peu importe. Ce que je vais faire, je vais attacher le maillage et le maillage, je vais aller le chercher ici avec cet outil et je vais aller chercher, puisque je suis avec un modèle qui est, je suis moi-même avec MicroStation connecté au projet partagé via le cloud, eh bien je vais retrouver mon village suisse ici. Je vais faire OK. Là, OK, donc j'ai un lien vers un serveur et je me retrouve avec mes données qui sont peut-être à Tokyo, à Los Angeles, à Paris ou à peu importe. Je vais retrouver mon modèle directement dans MicroStation ou dans Descartes ou dans peu importe l'application Bentley utilisée. Et on va pouvoir exploiter cette information directement. Donc c'est quand même assez sympa et voilà. Maintenant, l'utilisateur qui travaille avec AutoCAD, il ne sait pas faire ça parce que AutoCAD n'a pas la capacité, n'a même pas la capacité fonctionnelle d'intégrer ce type de données en fait. Bentley s'est penché sur le sujet à un moment donné, et puis ils ont jeté l'éponge parce que AutoCAD, il lui manque des briques pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous remercie, quoi qu'il en soit, d'avoir participé à cette présentation et je vous dis encore une question, une dernière question. Euh, pour partager un modèle 3D à un client, on doit passer par le cloud de Bentley ou peut-on envoyer un fichier? Euh, alors, il y a plusieurs moyens, effectivement. On peut effectivement passer par le cloud, et alors à ce moment-là, on est dans un environnement sécurisé aussi. Donc, moi, j'ai des clients qui me disent, si c'est pas sécurisé, c'est même pas la peine d'y penser. OK? Donc, voilà. Maintenant, on peut également, voilà, ici, c'est un fichier que j'ai modélisé. Euh, si on reprend mon... Hop, je retrouve. Voilà. Ici, je vais retrouver... j'ai mis ça dans Temp, un truc qui doit s'appeler Village Suisse. Voilà. J'ai toutes mes productions. J'ai la production 1 qui est Web Ready ici et on a un
production 1.3sm. Ça, c'est le fichier qu'il faut exporter. Donc ça, ce fichier-là, je vous le donne et vous pourrez l'utiliser, tout simplement. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Soit, ici, j'ai dit qu'il était web ready. En fait, ici, chez Bicad, j'ai un petit serveur. Si vous voulez, je peux vous donner des liens pour aller visualiser des modèles. Un petit serveur, ici, voilà, sur lequel j'ai mis toute une série d'exemples et je vais pouvoir aller visualiser, par exemple, le joli pont africain. Ben, le voici. Et là, c'est un modèle qui est mis sur un serveur web, mais qui est un serveur web personnel. Donc, il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit. Il suffit d'aller copier les fichiers sur le serveur web et ils sont à disposition. Maintenant, si vous voulez de la sécurité, il va falloir faire des démarches supplémentaires et sécuriser les choses. Mais ici, il n'y a aucun problème. On peut également partager de cette manière-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il y en a qui vous viennent à l'esprit, vous m'envoyez un petit mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et donc voilà. Euh, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir.